Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 h. Nous sommes le lundi 20 juin 2016. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Invité de cette édition, Monsieur Jean-Marie Hubert, l'un des vice-présidents du Conseil régional. Il est également président de sa commission agriculture, pêche et développement durable. Vous saurez tout sur les motifs de sa présence ce soir dans un instant. D'abord, voici les titres que nous allons développer au cours de cette édition. Les riverains du quartier abîmien de Chauffour remportent une double victoire judiciaire sur le projet de lotissement avoisinant. La plus importante concerne un arrêté pris par le maire des Abîmes. Pendant une semaine, une trentaine d'États se penchent au gosier sur le devenir de la pêche dans la région des Amériques. Il est notamment question de la gestion de la ressource en poisson. Dans quelques jours sera donné le départ du 15e tour de Guadeloupe à la voile. Une cinquantaine d'embarcations sont attendues. Gros plan sur les bateaux Nouvelle Tendance de Mathieu Forbin. Le journal Jean-Luc Icard. D'abord, cette décision, ou plutôt ces décisions de justice qui viennent de donner gain de cause aux habitants du Morne-Torudu, constitué en collectif, ces riverains du quartier de Chauffour sur le territoire des Abîmes dénoncent et s'opposent depuis plusieurs mois aux travaux d'assainissement conduits par une société, un opérateur immobilier qui réalise un programme de 90 logements dans le quartier. Un programme de logement entamé selon eux sans concertation. Les précisions de Johan Charpentier-Titi. Le collectif du Morne-Torudu croit plus que jamais au bien fondé de son action. Que ce soit devant le tribunal administratif de Basse-Terre ou le TGI de Pointe-à-Pitre, les riverains ont obtenu gain de cause. Donc la première décision de justice qu'on attendait, c'était celle du tribunal, le TGI de Pointe-à-Pitre, où la SCI Tibrin a été déboutée. Et la deuxième, c'est celle du tribunal administratif de Basse-Terre qui nous a donné raison face à l'arrêté du maire, pris par le maire. En ce qui concerne le TGI, il s'agissait d'une plainte portée par le promoteur, la SCI Tibrin, à l'encontre de 2 membres du collectif. Mais c'est surtout la décision du tribunal administratif concernant l'arrêté municipal pris par la ville des Abîmes qui revêt une importance majeure dans cette affaire. Le maire avait pris un arrêté pour que les tuyaux d'assainissement du lotissement passent sur notre propriété privée. Donc nous, on a été au tribunal et le tribunal administratif a dit que l'arrêté ne saurait s'appliquer sur une propriété privée. Le collectif entend maintenant être consulté par la mairie et le promoteur quant à la suite à donner à ces travaux. On ne s'oppose pas, mais par contre, il faut qu'il y ait effectivement une concertation pour savoir toutes les techniques qu'ils vont utiliser et ce qui va se passer dans 10 ans si les tuyaux viennent à se boucher. On veut tout savoir en fait. Sur les matériaux qu'ils utilisent, est-ce que c'est bien conforme par rapport aux 90 logements qui vont être remplis. Voilà. Pour l'heure, les discussions entre les différentes parties n'ont pas débuté. Nous avons bien évidemment sollicité la réaction du maire des Abîmes, M. Éric Jalton, sur d'abord la délivrance de ce fameux permis et sur l'attitude qu'il allait désormais avoir après cet appel à la concertation lancé par ses habitants du Morne-Torudu. Il répond aux questions de Johan Charpentier-Titi. Cet arrêté a été conforté par les tribunaux qui n'ont trouvé rien d'illégal. Donc la ville était dans son droit et que l'arrêté produit par la ville est tout à fait légal. C'est ce que les 2 décisions du tribunal a dit. Aussi bien le référé fait par les consorts Torudu et Négin avec l'avocat Nirlep, aussi bien que celui qui a été fait par le promoteur qui attaquait les consorts Torudu et Négin et qui en même temps mettait en cause la ville, ou en tout cas voulait que la ville soit impliquée dans cette affaire-là outre mesure. Mais dans les 2 cas, on a conforté la position de la ville. L'arrêté que nous avons pris est tout à fait légal, de A à Z, selon les tribunaux. Ce qui dit les tribunaux, ce que j'avais dit à la population, je n'avais pas menti, c'est qu'il appartient au promoteur privé qui veut construire 90 logements dans le secteur, sur un terrain qui lui appartient, certes, mais qui veut réaliser des canalisations d'eau usée pour l'assainissement pluvial, l'assainissement d'eau usée auquel il a droit, suite à une permission de voirie qui lui donne accès sous la voirie, privée d'intérêt public, mais pas forcément sur des terrains éventuellement privés, il appartient
aux promoteurs de négocier, de discuter, de trouver un accord amiable, comme le dit les tribunaux, avec les privés en question qui se plaignent. Social sans transition avec un nouveau coup d'arrêt dans les négociations à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Après la reprise d'il y a une semaine, le maire Joël Beaugendre a de nouveau quitté la table vendredi et depuis, le médiateur Georges Calixte s'efforce de réunir les deux parties pour une nouvelle rencontre sans doute demain. Je vous le rappelle, les agents municipaux de Capesterre-Belle-Eau sont en grève, certains d'entre eux en tout cas depuis plus de mois. La date de la fin de la récolte canière, c'est quand? Le comité de liaison de la filière a dû se réunir cet après-midi pour en décider devant les inquiétudes de certains planteurs qui ont encore beaucoup de cannes sur pied. D'ailleurs, la récolte cette année va dépasser les prévisions, mais sera encore bien loin des chiffres de 2015. Les précisions de Muriel Barlagne. Les planteurs de canne en attente de réponse au Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre aux Abîmes. Un comité de liaison de la filière canne s'y tenait pour décider de la fin de la récolte à l'usine Gardel. Dans les couloirs, on parlait du 28 juin. Trop tôt pour les planteurs qui ont encore beaucoup de cannes non coupées. 38 000 tonnes en tout. Eux espéraient une prolongation de 2 semaines. Il y a trop de cannes à couper encore. Dans notre région, on doit être... Pour nous, personnellement, au niveau de la Kumano Grand Air, on est à peu près à 10 000 tonnes de cannes qui restent debout. Ça permettrait au moins aux gens de payer leur crédit, même si, et de refaire l'entretien de leurs cannes, de façon à repartir pour l'année prochaine. Finalement, la date de la fin de la récolte a été officiellement fixée au 2 juillet prochain pour pouvoir couper toutes les cannes. On en est à 377 000 tonnes. Autre problème soulevé, la baisse de la richesse due à la pluie. La campagne est très pluvieuse, donc aujourd'hui nous avons une richesse moyenne de 7,66 sur Gardel, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir gagner un revenu suffisant. Donc c'est pour cela aussi que sur le reliquat de l'enveloppe, on va compenser le revenu des planteurs avec une aide au tonnage qui sera là encore discutée dans une prochaine séance. Reste à savoir si cette mesure résoudra le problème des planteurs. Ils ne cessent de s'endetter quand plusieurs aides tardent à arriver, comme les mesures agro-environnementales pour 2015 et 2016, l'aide à la replantation de 2014 et la calamité agricole de 2015. Une trentaine de pays, dont la France, les États-Unis, le Brésil, les principaux États de la Caraïbe et même le Japon sont depuis ce matin réunis au Gosier pour approfondir leurs échanges et surtout leurs données pour la gestion et le développement des ressources maritimes dans la zone Atlantique Centre-Ouest. Cette organisation nommée COPACO tient donc en Guadeloupe sa session plénière, c'est la 16e de son existence, une semaine de discussion pour rendre efficace sa mission scientifique. Les précisions là aussi de Muriel Barlagne. Pour cette 16e session plénière de la COPACO, Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest, 35 États vont se rencontrer pendant une semaine dans un hôtel du Gosier. Cette commission qui se réunit tous les 2 ans attire chaque fois plus de monde. Son rôle, promouvoir la conservation, la gestion et le développement des ressources vivantes dans une zone allant du sud de la Guyane à la Californie du Nord. C'est Lionel Rénal, biologiste à Lyotte de l'Ifremer en Martinique, qui a été choisi pour présider cette session au programme chargé. Il va s'agir, je dirais, pour nous de travailler sur des sujets très importants en matière d'amélioration de la gestion de la ressource. Ça va être, je dirais d'abord, d'avoir une meilleure connaissance scientifique de notre ressource halieutique avec un accroissement des échanges de données, de partage des informations. C'est aussi, je dirais, de définir, il s'agira pour nous de définir des mesures pour lutter contre le développement des espèces invasives et, je dirais, pour lutter contre les effets des changements climatiques. Il s'agira aussi, je dirais, de travailler sur la gestion raisonnée de la pêche avec la définition des conditions d'implantation des dispositifs de concentration des poissons. Il s'agira de définir des règles pour lutter contre la pêche illégale. Jusqu'ici, ces sessions se sont limitées à des échanges d'idées et de données. Mais cela pourrait changer.
L'un des projets examinés pour cette 16e session, c'est la création d'une organisation régionale de gestion des pêches, une ORGP. Cet organe opérationnel pourra prendre des décisions pour la gestion des ressources collectives. On va essayer d'évaluer la quantité de ressources disponibles et voir combien de pêcheurs peuvent y aller, avec quel type d'engin, de quelle façon ils peuvent les exploiter pour améliorer leurs conditions de vie. Alors soyons clairs, on travaille dans le cadre de la FAO, qui est une organisation des Nations Unies, pour lutter contre la faim dans le monde. Donc la préoccupation majeure, c'est celle des hommes. Comment faire en sorte qu'on ait une activité durable, c'est-à-dire qui exploite la ressource sans l'épuiser, au bénéfice de l'emploi, au bénéfice de revenus de pêcheurs, au bénéfice du bien-être des populations et pour permettre aux populations d'être mieux alimentées, de disposer des ressources naturelles. La mise en place de cette ORGP devrait coûter 12 millions de dollars sur 8 ans. Les bénéfices attendus sont par exemple une augmentation de la production de 100 000 tonnes de produits pêchés par an ou encore une diminution de la pêche illégale qui représente actuellement 30% de la pêche dans la Caraïbe. Notre invité Jean-Marie Hubert, je vous l'ai dit, 7e vice-président du Conseil régional, président de la Commission agriculture, pêche et développement rural. Avant d'en venir à cette session plénière de la COPACO, un mot sur la canne. C'est même, je peux le dire, votre plus grand domaine, et c'est chez vous, Port-Louis, Petit Canal. Que pensez-vous de cette récolte 2016? On sera encore loin, semble-t-il, des chiffres de 2015. Alors tout à fait. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que la sécheresse de l'an dernier a considérablement pénalisé l'agriculture et plus singulièrement la canne à sucre. Et c'est pour cela d'ailleurs que les prévisions étaient même en deçà de 400 000 tonnes. Et pour ma part, je pense que nous avoisinerons les 500 000 tonnes. Mais le problème est essentiellement lié à la richesse saccharimétrique parce que dans le nord Basse-Terre, la richesse est autour de 5. Dans le nord Grande-Terre, la richesse est autour de 7, un peu comme à Marie-Galante. Et sur le bassin du Moule, le centre-est Grande-Terre, ce qui signifie que le revenu des planteurs sera considérablement... J'ai envie de dire que vous n'y pouvez pas grand-chose, ni les planteurs, ni vous-même. Oui, on n'y peut rien, effectivement, mais bon, il y a quand même une enveloppe dédiée à la canne et il faudra envisager la compensation nécessaire. Vous parlez d'une enveloppe dédiée à la canne. Oui. Plus généralement, on va passer à l'autre sujet. Oui. Est-ce que la région nouvelle a un plan de développement, de relance de la production cannière en Guadeloupe? Alors, pour l'heure, il ne se pose pas le problème de plan de relance de la production cannière, puisque on peut dire que la canne est la seule culture en Guadeloupe qui occupe un espace foncier de manière linéaire. Les plantations de canne sont aux alentours de 14 000 hectares sur 35 000 hectares de surface agricole utilisée, ce qui signifie que la canne se maintient. Et certes, il y a quand même des pistes, mais de manière globale pour l'agriculture, puisque nous avons au bas mot près de 10 000 hectares de terre insuffisamment cultivés ou non cultivés ou incultes. Donc ce ça pourrait être dédié à la canne. Il y a quand même, pas essentiellement à la canne, puisque la même problématique se pose aussi pour la banane, et la même problématique se pose aussi pour l'installation de jeunes agriculteurs qui arrivent sur le marché et qui ont besoin de l'élément fondamental qui est le foncier pour pouvoir s'installer. Donc la région va essayer de satisfaire un peu tout le monde. Absolument, absolument. Bon. La région essaie de satisfaire et la région d'ailleurs, puisque nous sommes arrivés, et c'est vrai que nous avons eu un passif important et depuis le mois de janvier, nous avons considérablement travaillé. En cela, je remercie d'ailleurs les agents de la région qui ont joué le jeu puisqu'il y avait 650 dossiers de planteurs de canne, l'aide à la replantation 2014, qui n'avait pas été payée. Et là, nous nous sommes donné les moyens pour que ce dossier soit bouclé d'ici la mi-juillet. On en vient à cette réunion, à cette session plénière de la COPACO. Ça sert à quoi? Est-ce que la Guadeloupe est directement concernée? Alors,
On peut dire non, puisque c'est la France qui est concernée. La Guadeloupe n'est pas membre de la COPACO. Il y a 34, ce sont des États. Oui, il y a 34 États au sein de la COPACO. La France en fait partie. D'ailleurs, c'est pour cette raison que M. Reynald de l'Ifremer, c'est lui qui assurera la présidence actuelle de la COPACO. Le problème de la mer, c'est que, alors c'est vrai que c'est la côte atlantique, le centre et l'ouest. Nous avons une façade maritime sur l'Atlantique, mais nous avons surtout au niveau de la Guadeloupe le grand cul-de-sac marin. Et ce grand cul-de-sac marin, il part de la Guadeloupe avec les petites Antilles, mais aussi la Grande Caraïbe. Et nous avons 10 États frontaliers et 36 États jusqu'à la Grande Caraïbe, ce qui signifie que la mer, ce sont les effets de houle, ce sont les effets de vagues, ce sont des effets de récifs coralliens. Ça se passe chez nous, mais ça ne nous concerne pas. Non, très directement. Ça nous concerne puisque au niveau de la région, nous avons mis en place ce qu'on appelle un système d'information halieutique, de manière à connaître effectivement la situation, l'état des lieux de nos ressources, et nous aurons à partager avec la COPACO cet état de fait. Nous aurons des échanges de données, mais c'est vrai que au niveau de la Guadeloupe, nous connaissons une situation qui est problématique, puisque la réglementation européenne occidentale qui s'applique à la Guadeloupe aujourd'hui ne correspond pas à notre environnement. Soyez clair, à quel niveau précisément? Alors, je prends un exemple. Vous prenez par exemple les grands pélagiques, thon, dorade, taza, bonite, tous ceux qui passent dans nos eaux territoriales. L'Europe interdit le financement des bateaux de pêche. Nous ne sommes pas dans la pêche industrielle, nous sommes dans ce qu'on appelle la pêche artisanale et au niveau de la flottille de pêche. Si bien que nous ne prélèvons sur les poissons pélagiques qui passent dans nos eaux territoriales que 2%. Parce que un bateau, un canot de pêche de 12 mètres, lorsqu'il est rempli, il faut rentrer. Et on ne peut pas augmenter la prise. Ce qui signifie qu'il faudrait, contrairement à ce qui se passe au niveau de l'Occident, nous avons des leviers et surtout développer l'agro-transformation, puisque plus on a de prise, plus on pourra s'orienter vers l'agro-transformation qui donnera une valeur ajoutée. Or, on constate aujourd'hui en Guadeloupe, la Guadeloupe consomme à peu près 15 000 tonnes de poissons. Il y a 10 ans de cela, on produisait 10 000 tonnes. Aujourd'hui, on est entre 5 000 et 7 000 tonnes. Ce qui signifie, c'est vrai qu'il y a eu les effets... vous avez une interdiction sur le plateau continental. Sur le croissant bananier. Bon, il y a tout ça. Mais en fait, il faut aussi dire que le consommateur guadeloupéen opte beaucoup pour des produits frais, puisqu'il faut savoir que le Guadeloupéen consomme 42 kilos de poissons par tête d'habitant. Nous représentons le 3e pays au monde en termes de consommation de produits frais par tête d'habitant. Ce qui signifie qu'il y a à mettre en œuvre une politique adéquate permettant de répondre aux besoins des consommateurs, mais dans le même temps aussi poser aussi la problématique au travers de l'octroi de mer de l'importation avec des pays qui ont une concurrence mais absolument, puisque la concurrence est déloyale. La concurrence est déloyale. Un mot sur les organisations. On a vu cette organisation mondiale avec ses États. Vous faites partie du Conseil maritime ultramarin. Vous y avez adhéré, vous y êtes rentré en mars dernier. Alors lui, est-ce qu'il a vraiment un rôle à jouer dans la politique commune Martinique-Guadeloupe sur la protection des ressources? Il faut bien comprendre que nous avons mis en place des bassins. Alors, il y a le bassin des Antilles, Guadeloupe, Martinique, avec Saint-Martin, Saint-Barth. Et la Guyane a un autre bassin. Alors, dans le cadre de ce bassin, oui, je représente ce bassin des Antilles, avec un homologue aussi martiniquais, et nous sommes au comité national de la mer, si bien que
ces problématiques que je viens d'évoquer, je les pose aussi au niveau du Conseil national maritime, et je pense fondamentalement qu'il faudrait aller rencontrer les commissaires européens parce que ce n'est même pas de la compétence de la France. C'est l'Europe qui peut régler ce problème. Mais pour que l'Europe règle ce problème, il faudrait qu'il y ait un front commun permettant... Martinique, Guadeloupe et puis aussi la Réunion, puisque les mêmes problématiques que nous rencontrons, ils les rencontrent aussi à l'île de la Réunion, à Mayotte, ils ont aussi ces problèmes, puisque nous avons un niveau de vie qui est artificiellement plus élevé, mais lorsque vous positionnez dans notre environnement géographique, le prix de la journée de travail d'un ouvrier agricole ou d'un pêcheur dans notre bassin caribéen est de 4 € le prix de la journée, alors que nous, le prix de notre journée de travail est de 13 € chargés. Ce qui signifie que nous sommes véritablement... On ne peut pas faire concurrence. Merci d'être venu nous expliquer tout cela, Monsieur Jean-Marie Hubert. Je rappelle que vous êtes 7e vice-président du Conseil régional et donc président de la Commission Agriculture, Pêche et Développement Rural. Merci beaucoup. La visite de cette délégation cubaine en Guadeloupe à l'invitation de l'association Coopération Guadeloupe-Cuba s'est achevée hier. Une visite qui s'est achevée au Sainte, comme vous le voyez sans doute sur ces images. Cette délégation était conduite par l'ambassadeur de Cuba en France, M. Héctor Igarza Cabrera, avec notamment la présence du sauteur en hauteur de l'ancien et toujours champion et recordman du monde de la discipline. Il a été question de la coopération, des pistes de coopération entre la Guadeloupe et Cuba. Et au sein de cette délégation a donc été reçue en grande pompe dans un échange, on va le dire, cubano-saintois. Voilà qui nous amène à l'actualité dans notre grande région et nous parlerons d'abord de ce rapport d'un sénateur américain sur l'utilisation de l'argent de la Croix-Rouge américaine pour l'aide aux victimes du séisme de 2010 en Haïti. Un rapport accablant. La Croix-Rouge américaine avait collecté près d'1 demi-milliard de dollars américains en vue de venir en aide aux victimes du séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Mais cet argent n'a pas été utilisé à cette fin, selon le sénateur américain Charles Ernst Chuck Grassley, dans son rapport publié le 16 juin 2016. Après le séisme en Haïti, la Croix-Rouge américaine a dépensé des dizaines de millions de dollars de plus que ce qu'elle avait précédemment reconnu sur les dépenses internes. Cet argent avait été en grande partie consacré à la surveillance pour s'assurer que l'aide octroyée à Haïti a sciemment été utilisée. L'organisation conservait 9% des dons pour couvrir la gestion et les coûts administratifs, mais Grassley a constaté qu'un total de 25% de dons, soit environ 125 millions de dollars, ont été consacrés à la collecte de fonds et la gestion, un fonds d'urgence, bref, une catégorie fourre-tout que la dite ONG appelle évasivement les coûts du programme. En 2010, la Croix-Rouge avait dépensé 2 millions de dollars pour la gestion d'une autre organisation, en l'occurrence la Fédération internationale de la Croix-Rouge, laquelle avait déjà déduit de cette manne financière ses propres frais généraux et d'administration. Certes, la Croix-Rouge déploie sa propre unité d'éthique, mais l'ONG compte environ 20 000 employés et son bureau d'éthique, qui enquête sur les gaspillages, les fraudes et les abus, n'est composé que de 3 personnes. La Croix-Rouge américaine a démenti formellement les allégations du sénateur, mais ses réponses ne convainquent pas. C'est Sir Richard Branson, le très médiatique chef d'entreprise britannique, qui a décidé de créer ce sanctuaire pour requins sur une aire marine allant de Saint-Martin aux îles Caïmans. Couvrant 119 631 km², les zones créées par les représentants de ces 2 îles caribéennes portent au nombre de 7 les sanctuaires de requins dans la Caraïbe. Actuellement, on compte 14 sanctuaires de requins dans le monde, soit une surface de 15,5 millions de km². Chaque année, au moins 100 millions de requins sont pêchés à des fins commerciales. Victime d'une réputation non méritée, l'animal joue pourtant un rôle central et essentiel dans l'équilibre et la santé des océans, et par conséquent, pour la vie humaine. Irania Arindel, la ministre du Tourisme de Saint-Martin, précise que ce sanctuaire de requins va permettre de protéger les espèces tout en profitant à l'écosystème et à l'écotourisme. Sir Richard Branson, quant à lui, a fait part de sa grande satisfaction de voir les îles de la Caraïbe prendre des mesures pour protéger les espèces de requins menacés
et renforcer l'écotourisme dans la région. Saint-Martin et les îles Caïmans ont ainsi rejoint le groupe de leaders impliqués dans la protection mondiale des requins. Le chanteur de 45 ans, Alejandro Jano Fuentes, finaliste de la première édition mexicaine de The Voice en 2011, est mort après avoir reçu 3 balles dans la tête dans une rue de Chicago. Selon plusieurs médias américains, Alejandro Jano Fuentes fêtait son anniversaire ce soir-là. Il regagnait son véhicule avec des amis quand un homme lui a demandé de descendre de la voiture avant d'ouvrir le feu à 3 reprises en direction de la tête du chanteur. Rapidement, l'ancien candidat de The Voice a été transporté jusqu'à l'hôpital de la ville avant de succomber à ses blessures. Le tireur est toujours en fuite. Il y a 8 jours, Christina Grimmie, une ancienne candidate de la version américaine de The Voice, a été assassinée à la sortie d'un concert. Nous refermerons ce journal dans un instant avec la météo, comme de tradition, mais évoquons tout de même le temps et notamment celui qu'il a fait sur notre archipel au cours des dernières 48 heures, pluie et orages singuliers. Alors, à quoi était-ce dû et que nous réserve le ciel pour les prochains jours? On annonce même des ondes tropicales. Les précisions météorologiques de Cécile Allègre. La Guadeloupe sort d'un week-end pluvieux qui a certainement mis à mal les projets de sortie d'une grande partie de la population. Entre pluie, orage et vent, rien n'a épargné l'archipel. Dans certains endroits, les habitants ont eu l'impression de voir le ciel leur tomber sur la tête. Le passage d'ondes tropicales reste pourtant classique en cette saison cyclonique. Il y a eu notamment, en ce qui concerne la Guadeloupe, le passage de ce qu'on appelle une ligne de grain à l'avant du système en milieu d'après-midi samedi, et puis le passage plus conséquent avec de nombreuses manifestations orageuses, essentiellement l'après-midi de dimanche. Un épisode orageux qui a concerné toute la Guadeloupe de samedi à ce lundi matin, de quoi gâcher ces 2 jours de repos. Il est caractéristique, comme on le disait, de l'hivernage. Typiquement, ça commence au mois de mai. Mais en tout cas, c'est une perturbation tout à fait habituelle de cette saison cyclonique. Après ce week-end pluvieux, on constate une accalmie en début de semaine. Elle sera pourtant de courte durée puisqu'un nouvel épisode est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. La fin de semaine risque d'être elle aussi compliquée. A priori surtout active au sud de la Guadeloupe. On n'attend pas à ce que ce soit un phénomène extrêmement actif au niveau pluvieux sur la Guadeloupe, mais c'est à surveiller. Depuis le 1er juin dernier, la saison cyclonique a débuté. Météo France annonce la formation de 13 phénomènes cycloniques au large, dont 6 ouragans. Si la saison ne s'annonce pas particulièrement violente, les pouvoirs publics et les services de la météo restent très vigilants. Les amateurs de voile traditionnels préparent malgré tout le prochain tour de la Guadeloupe qui se déroulera du 7 au 15 juillet prochain. Parmi les concurrents, il y aura des Forbins, comme toujours. Forbins, une famille pionnière de la construction navale en Guadeloupe. Donc cette année, il y aura par exemple Mathieu, le fils du regretté Patrick, qui va s'aligner cette année avec un petit bolide. Construit avec des matériaux modernes, des équipements technologiques dernier cri et donc beaucoup moins lourd sans doute que la plupart de ses concurrents. Mathieu Forbin sera aux commandes d'un exemplaire, mais il y aura également 4 engins du même genre. Les précisions d'Éric Pommier. Longueur 5,35 m, largeur 1,80 m, creux du bateau 75 cm. Les caractéristiques du nouveau canot traditionnel de Mathieu Forbin affichent des données dignes d'une embarcation taillée pour la gagne et le patron de Petit Papettan a visé plus haut avec un poids affiché aujourd'hui à moins de 100 kg contre 170 à 180 kg pour les embarcations précédentes. Mathieu Forbin est fier aujourd'hui de cette réalisation issue de son propre chantier. Moi aujourd'hui je ne me considère pas comme un artiste, je suis constructeur et pour faire revivre cette passion, remettre du dynamisme et faire en sorte que la voile traditionnelle continue et pérennise sur le long terme parce que on ne demande que ça. La Formule 1 traditionnelle a fait des émules. 4 bateaux du même type seront de la flotte pour l'édition 2016 du TGVT, toutes construites avec le même savoir-faire de Mathieu Forbin. Le bois massif par exemple a été remplacé par du bois rouge. Même les membranes ont été revues et surtout allégées. 1,5 kg aujourd'hui contre 4 kg l'an dernier encore. Temps de fabrication, une dizaine de jours, soit 200 heures de travail. Si on veut pérenniser la voile traditionnelle, si on veut faire en sorte que sur les années nous passons
et nous faisons passer ce support sur l'avenir, il n'y a pas que la jeunesse, il y a quand même la construction parce qu'aujourd'hui, d'accord, il y a les équipiers, il y a les skippers, mais si de l'autre côté, sur le côté, la construction, on ne remet pas un peu de dynamisme, mais je ne pense pas que la voile traditionnelle va pérenniser sur le long terme. Et là, ça a été ma volonté. Mathieu Forbin n'a plus rien à prouver côté compétition, même s'il a envie de naviguer et de gagner le démange, surtout quand il y a l'ivresse du TGVT qui vous gonfle les voiles. Mais le skipper a mis le cap sur des objectifs plus professionnels. Il y a l'opportunité plus précisément de redynamiser le secteur de la construction de canots à voile traditionnels. Une façon, selon le patron, de rendre pérenne l'activité voile de compétition. Mathieu Forbin veut être à la barre de ce projet. Et aujourd'hui, Mathieu Forbin et toute une équipe s'est réveillée pour faire en sorte de faire revivre cette passion, revivre ce support, qui est clairement qu'aujourd'hui c'est un bel engin de compétition, c'est un engin sportif. Mais surtout, on va dire clairement aujourd'hui, c'est de très belles pièces parce que les canots d'avant, c'était juste des bateaux qui faisaient de la pêche et de la plaisance et de la compétition. Mais aujourd'hui, ce sont, on ne va pas dire des œuvres d'art, mais c'est quand même de belles pièces de bois qui sont travaillées avec amour et plaisir. Tipapettan et les autres embarcations Made in Forbin Mathieu devront désormais faire leurs preuves sur l'eau. Les premiers tests se sont avérés concluants. Les propriétaires de ces nouvelles Formule 1 traditionnelles sont prêts. Hâte d'en découdre pour un TGVT. Désormais à J-17. Deux mots de football avant de refermer cette édition. D'abord avec les moins de 20 ans guadeloupéens qui ont été malheureusement sortis des éliminatoires du tournoi UFC des Nations de la Caraïbe qui se disputait pour eux à Antigua. Pour leur dernière rencontre cependant, les jeunes guadeloupéens ont dominé Tiokankaïko 5-0, mais malheureusement au préalable, ils avaient été battus sur le même score d'ailleurs par Sainte-Lucie et Trinidad 1-0. Et puis je le sais, vous suivez, même si cela se passe plus loin, le championnat d'Europe des Nations, l'Euro comme on dit. Cet après-midi, le joueur du Real de Madrid, Gareth Bale, a emmené son équipe vers la qualification pour les huitièmes de finale, l'équipe du pays de Galles bien sûr, en dominant la Russie 3-0. Et puis l'Angleterre, quoique tenue en échec par la Slovaquie, termine à la deuxième place de ce groupe et est également qualifiée. Le temps sur notre archipel, je vous l'avais promis, le temps qu'il fera demain, le retour de la pluie, malheureusement un peu partout, avec un ciel toujours nuageux, les températures seront comprises en moyenne entre 25 et 28 degrés. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde, et puis notre soirée sur Alizé sera consacrée au magazine Enquête exclusive. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour le retour de l'actualité dans notre région.